19h45, mesdames, messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité, ce soir, les journalistes Abou Mamodoussi, Yor Diallo, Moussa Ndiaye, inhumés aujourd'hui à la levée du corps à l'hôpital principal ce matin. Famille et collègues étaient inconsolables. Ces trois journalistes de l'Herald TV sont décédés suite à un accident sur la route de Kédougou. Les informations sur ITV, c'est aussi ce qui se passe hors de nos frontières. Gabon à l'honneur aujourd'hui dans Fenêtre d'Afrique et nous allons parler de la campagne de vaccination contre la COVID-19 mais également des allègements des restrictions annoncées par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Nous sommes mercredi, la rubrique découverte immersion à Djurom Boumak, une des îles artificielles du delta du Saloum connue grâce à ses tumulus et baobabs mystérieux. Nous serons sur place avec notre reporter Pape Ibrahim Ndiaye. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. D'abord, la levée de corps des trois journalistes de l'Herald TV s'est tenue ce matin à l'hôpital principal de Dakar. L'émotion, le sentiment le mieux partagé, famille et collègues étaient inconsolables, nous dit Abindjaya. Désolation et tristesse figent presque tous les visages. Abou Mamodoussi, Yoro Diallo et Moussa Ndiaye partis à jamais. Une très grande foule à l'entrée de l'hôpital principal à la levée du corps. L'affliction domine les familles des défunts. Plusieurs autorités sont venues partager cette tristesse. Je ressens une très grande tristesse parce que Abou Mamodoussi a fait son premier stage à la 7TV pendant 6 mois. C'est une disparition qui a touché presque toute la presse, surtout parce que ce sont des jeunes. Les armes à la main, ils sont tombés au front. L'inhumation de ces 3 agents morts accidentellement sur la route de Kédougou remplie de tristesse et d'émotion. Une perte tragique, c'est vraiment une douleur immense pour l'ensemble de la presse, mais aussi l'ensemble du peuple sénégalais. Ce sont des jeunes qui étaient en activité professionnelle, une activité la plus légitime et la plus noble qui soit, qui ont été fauchés à la fleur de l'âge. Ça rend la tragédie beaucoup plus difficile à supporter pour nous autres. On ne peut que nous en référer au bon Dieu. Prier pour qu'il les accueille à son paradis, prier pour qu'il laisse aux proches, aux familles, aux collègues la foi et la force de pouvoir supporter la douleur et le deuil. La perte de ces agents de l'Herald TV, une occasion pour les patrons de presse de revoir les conditions de vie et de travail des journalistes. C'est des jeunes qu'il faut offrir en exemple aux jeunes aussi journalistes, pour qu'ils sachent que ce métier est noble, ce métier requiert beaucoup de passion. Mais c'est également une leçon à tirer par les entreprises de presse, notamment ceux qui sont à la tête des entreprises de presse, pour veiller davantage aux conditions de vie, aux conditions de travail. Suite à cela, le président Macky Sall s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation avant de demander que l'on fasse une séance de prière. C'est à cet effet-là que le président de la République s'est arrêté sur les lieux de l'accident quand il a pris son départ, puisqu'au moment de l'accident, son convoi était encore à Tambacounda. Il a donné les instructions pour que toutes les dispositions soient prises pour porter assistance aux personnes qui étaient blessées et donc évacuées dans les hôpitaux de Dakar via un avion militaire. Mais il a surtout demandé aux imams de Kédougou de faire des séances de récital de Coran. La disparition de ces soldats de l'information partis couvrir la tournée économique du président Sall laisse sans voix. Abindjaye, par ma voix, le groupe Immédiat Invest renouvelle ses condoléances aux familles, également à toute la presse sénégalaise. À Sédhiou, le coordonnateur national de PRODAC, programme des domaines agricoles et communautaires, a affiché son inquiétude concernant surtout le niveau du taux de chômage des jeunes au Sénégal.
Pape Malick Ndour était à Sédhiou pour rencontrer des jeunes sélectionnés dans le cadre du déploiement du camp d'immersion à l'entrepreneuriat agricole. Pape Malick Ndour, que je vous propose d'écouter au micro d'Ousmane Demba. Il s'agit, dans le cadre de ce camp, de former 400 jeunes dans des activités de promotion de l'entrepreneuriat, mais aussi dans des activités de préparation d'une culture de maïs autour de 400 hectares dans le DAC de CFA. Ces jeunes seront formés, encadrés, et le PRODAC mettra à leur disposition tout le dispositif d'accompagnement et d'encadrement, mais aussi le dispositif d'appui. Concrètement, il s'agira pour nous de mettre à leur disposition déjà 400 hectares de terre, équipes techniques, des équipements agricoles, des semences, des intrants en résumé, et aussi les accompagner parce que c'est des emplois que nous allons créer. Ils seront rémunérés durant les 4 mois de production. Et l'innovation de taille dans ce projet, c'est qu'à la fin de ce programme, toutes les ressources qui seront générées par cette activité seront mises à la disposition des jeunes qui vont s'autonomiser dans le DAC de CFA. Nous attendons à des recettes qui devraient en principe, si les rendements sont au rendez-vous, avoisiner normalement les 500 à 600 millions de francs CFA. Mais imaginez-vous qu'on puisse donner aux jeunes la possibilité d'avoir 500 ou 600 millions de francs CFA non remboursables. Mais si on l'articule avec la promotion du secteur privé dans le DAC, ça peut générer au moins 1,2 milliard et 600 millions d'apports pour ces jeunes qui vont, avec ces privés-là, créer une entreprise qui va s'activer dans le DAC avec un capital de 1,2 milliard. Ces jeunes seront des employés de cette entreprise, mais actionnaires à autour de 50% dans cette entreprise-là. Ça, c'est une idée que nous lançons, une idée généreuse que Madame le ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall, a bien mûri et nous a instruit de le traduire en acte conformément à l'orientation et à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de promouvoir l'emploi des jeunes en milieu rural, notamment dans la zone de Sédhiou, où, il faut le dire, le chômage continue à être préoccupant. Pour vulgariser le plan national d'aménagement du territoire, le ministre des collectivités territoriales était dans la cité du Rail à Thiès. Le ministre Omar Gueye a fait la promotion de ce plan qui, selon lui, va beaucoup contribuer au développement du Sénégal, ce à travers une valorisation durable des ressources et potentialités des régions. Le ministre Omar Gueye a aussi rencontré, la rencontre a eu lieu en présence de notre reporter Mamsey Naboubabouwa. Mettre en œuvre les potentialités et richesses de la région de Thiès, c'est l'objectif de la vulgarisation du plan national d'aménagement et de développement territorial dans la capitale du Rail. Ce plan qui est orienté au niveau local, ici dans la région, au niveau régional, nous a permis de constater que cette région a des potentialités extrêmement importantes. Nous pouvons dire sans nous tromper que Thiès est un condensé en termes de région où on trouve toutes les activités économiques, de l'agriculture à l'élevage en passant par la pêche, de l'industrie, nous également au niveau du tourisme. Thiès, c'est la station balnéaire de Saly. Bref, Thiès est un condensé qui a un potentiel et un avenir extrêmement important par rapport donc à une certaine adaptation de tout ce potentiel et ces richesses qu'il va falloir donc mettre en évidence et en œuvre pour le bonheur des populations de la région. La mise en évidence des richesses de la région de Thiès favorisera la création d'emplois, mais aussi et surtout retiendra les Thiessois dans leur région. Vous savez, Dakar aujourd'hui a de gros problèmes. 0,3% du territoire national, 25% de la population. Mais on doit s'interroger pourquoi les gens vont à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que pour étudier, c'est Dakar. Les grandes universités, c'est Dakar. Les gens vont à Dakar parce que les hôpitaux, c'est à Dakar. Les gens vont à Dakar parce que 80% de l'activité économique, c'est Dakar, pour trouver du travail. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a décidé, dans le cadre de ce plan national d'aménagement et de développement des territoires, de créer des métropoles d'équilibre où les populations, dans un rayon correct, pourront trouver ce qu'ils cherchent, ce qu'elles cherchent plutôt à Dakar. C'est tout le sens donc de la mise en œuvre de ce PNADT. Pour la réalisation de ce plan, il nécessite un visa de localisation. Le ministre des collectivités territoriales revient sur l'importance de cet outil. Le visa de localisation est un outil extrêmement important qui permet d'anticiper sur des problèmes qui pourront venir demain. Par exemple, le PNADT a projeté tous les projets d'ici 2035 en termes d'autoroutes.
d'hôpitaux à construire, d'aéroports à construire, etc. Alors, ce visa de localisation permet à une personne qui demande un terrain de pouvoir superposer sa demande avec des coordonnées précises par rapport aux projets actuels et futurs. Et si d'emblée cette superficie empiète sur un projet futur, eh bien il n'y aura pas d'affectation. Dans ce contexte de pandémie de Covid-19, la mise en œuvre du PNADT est un impératif afin de relancer l'économie nationale à travers les secteurs porteurs pour un développement territorial endogène. Mme Seynabou Babou, dans le but d'apporter une solution aux problèmes liés à l'emploi des jeunes au Sénégal, le collectif des centres d'appel du Sénégal annonce la création de 15 000 emplois. Ainsi, il compte contribuer à 10% sur les 65 000 emplois promis par le chef de l'État, Mamadou Moustapha Diak, président ou secrétaire général du collectif que nous écoutons au micro de Mme Seynabou Babou. Nous sommes un collectif des centres d'appel nationaux et patriotes sensibles à la volonté du gouvernement pour une création massive d'emplois dans ce secteur à combien stratégique. Ainsi, dans le cadre de l'employabilité des jeunes, les centres d'appel ne doivent pas être en reste. Ils exigent dès lors l'intensification de la mise en œuvre d'une stratégie d'insertion dans ces structures qui doivent être mieux soutenues et encadrées par l'État dans le cadre de la Convention État-employeur et de son programme d'urgence récemment décrété. Redonner un nouveau souffle au secteur, porter la contribution du numérique sur l'emploi des jeunes. Ce collectif nous permet d'asseoir les bases d'une réelle prise en charge de la question jeune qui demeure une question prioritaire des politiques publiques. Sur les impacts par rapport à ce collectif, création de plus de 15 000 emplois directs dans les 3 prochaines années. Déjà pour cette année, nous allons contribuer à hauteur de 10% sur les 65 000 décrétés par l'État du Sénégal. Transfert de compétences dans l'économie nationale au niveau des petites et moyennes entreprises du numérique. Et puis le ministre français délégué du commerce extérieur et de l'attractivité était dans les locaux de la DER, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Cette visite entre dans le cadre de sa tournée sur l'insertion des jeunes. Le ministre français a également rencontré de jeunes entrepreneurs du numérique. Le compte-rendu est signé à Binjaya. Promouvoir l'entrepreneuriat, réduire le chômage et soutenir les projets des entrepreneurs sénégalais en termes de financement, c'est l'objet de ces rencontres entre le ministre français du commerce extérieur et de l'attractivité et la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes dans ces locaux. Nous voulons, depuis l'arrivée du président Macron en responsabilité, renouveler la relation entre la France et l'Afrique en bâtissant des partenariats gagnant-gagnant et en s'appuyant sur la société civile, notamment en s'appuyant sur l'entrepreneuriat, comme il est tout particulièrement un entrepreneuriat inclusif. Nous avons pris la décision de soutenir les réformes et soutenir l'action du président Sall et de toute son équipe, à travers notamment ce qui concerne l'entrepreneuriat, l'action de l'ADER. Créé depuis maintenant 6 mois, le Fonds de soutien au numérique permet d'accompagner les entreprises innovantes et les start-up dans leur parcours. Nous avons déjà un fonds de soutien à l'innovation qui est créé depuis bientôt 6 mois, qui s'appelle le Fonds de soutien au numérique, qui est doté d'un fonds de 3 milliards pour accompagner les start-up et les PME du numérique. Beaucoup de jeunes ont pu bénéficier du service qu'offre l'ADER en matière de financement. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir accompagné plus de 120 start-up qui sont dans tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est robotique, tout ce qui est réalité virtuelle, mais aussi tout ce qui est transport et économie numérique appliquée à l'agriculture, à l'élevage, à la pêche et à la transformation des produits agricoles. Et ça se passe très bien.
Cette collaboration gagnant-gagnant entre les deux pays est une opportunité de renforcer davantage de relations et de renouveler leur confiance au profit de la jeunesse sénégalaise. Avec ce nouveau programme du chef de l'État, la délégation à l'entrepreneuriat rapide va aider 150 000 entrepreneurs dans les 3 prochaines années pour les accompagner. Abindia, des interrogations dans cette session d'information. Se connecter aux réseaux sociaux est-il devenu une addiction pour certains jeunes? Sont-ils conscients des dangers que peut causer Internet? Élément de réponse dans ce reportage signé Sophia Ba. Qui sont ces jeunes derrière leurs écrans, adeptes des réseaux sociaux depuis des années? Pour Khadija Diop, étudiante en droit des affaires, l'intérêt de la toile se trouve dans le divertissement, mais aussi dans l'apprentissage. Oui, je suis une grande adepte des réseaux sociaux. Grave même, tu ne peux même pas savoir. C'est vrai? Oui, ce qui me plaît dans les réseaux sociaux, c'est la diversité, la mondialisation, le divertissement. Et en même temps, on a les trucs qui peuvent nous apprendre, très utiles même. Parfois, si je peux entrer dans le cadre de nos cours, on fait même nos cours à distance via c'est via Internet qu'on le fait, bien sûr. Donc, il y a un côté bénéfique. Moi, au début, quand j'étais sur TikTok, à mes débuts, c'était juste pour le fun. On faisait des vidéos pour rire. Mais au fur et à mesure, TikTok a bel et bien progressé. Maintenant, on y voit des trucs qui nous permettent d'apprendre des tutoriels pour voir des vidéos culinaire, make-up, apprentissage, surtout pour les enfants. Et c'est facile à utiliser. Avec les commentaires, des fois ils exagèrent. Tu mets un contenu, les gens ils t'insultent, ils diffament sur ta propre personne alors qu'ils ne te connaissent même pas. Les réseaux sociaux ne reflètent pas notre vie. En passant une moyenne de 4 heures par jour sur son téléphone, Craig Toka, étudiant en management à ISM, serait considéré comme un des jeunes les moins connectés. Mon réseau social préféré, c'est WhatsApp. Juste discuter avec les gens, ça fait passer du temps et tout. Je ris, voilà, je fais tout ce que je veux, je parle avec les parents. Juste ça quoi. En moyenne, je peux passer 3 à 4 heures sur mon téléphone par jour. Bon, déjà, ça dépend de l'utilisation. Il y a des gens qui véhiculent des bons messages avec, qui s'amusent et bon. Ça peut aussi être dangereux dans une mesure où ça provoque un isolement. Il y a des gens qui sont scotchés à leur téléphone et tout. Et je trouve qu'il y a autant de bien que de mal autour des réseaux sociaux en fait. C'est juste une question d'appréciation, de l'utilisation qu'on en fait quoi. Parce qu'il y a des gens, ils apprennent à cuisiner et tout, à faire plein de trucs avec. Il n'y a pas que des mauvais côtés en fait. Bon, ça aussi, ça dépend de l'utilisation, mais TikTok, je crois, c'est un réseau, bon, il y a des gens qui abusent dessus. Ils font des trucs assez débiles pour ne pas abuser du mot. Mais sinon, il y a des gens, il y a des médecins qui utilisent pour faire passer des conseils, des cuisiniers, tout ça. Il y a du bien et du mal, sinon, voilà quoi. Représentant aujourd'hui une partie intégrante de leur vie, la nouvelle génération semble plutôt maîtriser les avantages des réseaux sociaux. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose, l'accès à l'eau, véritable équation dans les exploitations agricoles familiales situées dans le département de Rufisque. Selon une étude de Sicodev Afrique, l'ONG a organisé une rencontre avec les acteurs pour trouver une solution. Les précisions de Babacar Sek. Dans le cadre de ces sessions dialogue organisées à Rufisque, l'ONG Sicodev, entourée de tous les acteurs concernés, a entamé une réflexion sur quelle politique pour l'eau productive dans les Niayes. La disponibilité de l'eau est réelle, cependant l'accès reste le problème fondamental. Nous n'avons pas un problème de rareté physique de l'eau. La ressource eau en elle-même, elle serait disponible. Mais c'est comment y accéder. Les experts s'accordent à dire que 80% des ressources nécessaires pour extraire, distribuer cette eau, elle vient généralement de l'extérieur. Nous avons là un gros enjeu par rapport à une ressource qui est vitale. Donc comment faire en sorte que nous puissions, les ressources qui existent, les extraire, les distribuer, répondre à tous les usages avec le coût que ça implique.
La maîtrise de l'eau est un impératif pour le département de Rufisque pour permettre à cette zone maraîchère de continuer à fournir des produits de qualité. Nous avons pensé que pour maintenir la production horticole dont le département de Rufisque est l'un des plus grands fournisseurs en matière d'approvisionnement de Dakar en tant que capitale, mais également l'exportation, il faut non seulement maîtriser la ressource en eau, mais également rendre l'eau disponible pour les exploitations familiales. Et c'est ça la question autour de l'étude qui nous est présentée aujourd'hui. Pour une meilleure prise en charge de la dimension eau productive, les espaces à vocation agricole doivent être sécurisés avec un accès à l'eau garanti selon une étude réalisée par l'ONG Sicodev Afrique. Babacar Seck, suite à l'arrêté préfectoral interdisant la marche à Kaolack le 9 juin de l'amicale des travailleurs de l'électricité, l'organisation ne compte pas se plier à cette décision, a déclaré le coordonnateur national Timothy Koli. Il s'appelle, nous l'écoutons au micro d'Adama Sara. Suite à une demande d'autorisation de marche pacifique que nous avions eu à déposer depuis le 28 mai 2021, dont l'objectif était de marcher pour demander la régularisation de 499 prestataires. Et l'itinéraire était de commencer au niveau de la chambre de commerce pour passer vers la Sonatel et point d'arrivée sera à la préfecture de Kaolack. Mais quand le préfet de Kaolack a reçu notre demande, il nous a appelés pour discuter avec nous autour d'une table. Il a fait des remarques pour dire que l'itinéraire que nous avions choisi, il ne peut pas accepter cela. Nous lui avons dit oui. Et il a mieux dit que au niveau de la demande, il n'y avait même pas notre cachet. Ce qu'on a vite repris. On a même changé notre itinéraire, puisque le 9, on va commencer la marche à travers au rond-point Bagnas, rond-point orange qui figure à Médina Baye, pour passer par l'ex-voie ferrée. Et point d'arrivée sera au rond-point qui est en face de l'ex-gouvernance. Quand nous sommes partis pour redéposer cette demande, le préfet de Kaolack a été bien clair avec nous. Au niveau de Kaolack, personne ne marche. Il n'autorise personne à marcher au niveau de Kaolack. Et nous, en tant qu'amicale des travailleurs de l'électricité, en tant que coordinateur de tous ces prestataires, moi je dis qu'on va marcher avec ou sans autorisation du préfet. Retenez que le directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar a remis un important lot de matériel aux étudiants du pavillon S de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Objectif, permettre aux étudiants de l'UCAD de travailler dans d'excellentes conditions. Maguette Sen, que nous écoutons au micro de Seydina Mbaïa. C'est une énième action puisque nous avions déjà fait une première livraison dans le grand campus d'abord, à l'ESEA, à l'UCEN. Et aujourd'hui nous en sommes à la 4e étape. Au pavillon S, nous sommes venus justement remettre du mobilier de cité aux pensionnaires de ce pavillon S. Ça veut dire tout simplement que pour l'année 2021, comme nous l'avions dit au moment du vote de notre budget, nous avons mis le focus dans la chambre de l'étudiant. Nous voudrions que, en tout cas, toutes les chambres des campus sociaux, que le mobilier de cité soit changé, que les étudiants, en tout cas, vivent mieux dans leur chambre. Donc c'est une étape dans un programme très ambitieux, puisque les salles d'études aussi sont ciblées. La salle de gym, et très bientôt on va lancer le projet Cœur de Cité. Donc c'est autant de réalisations en tout cas qui s'inscrivent dans la continuation de ce qui a été fait par mon prédécesseur dans le domaine de l'environnement et de l'environnement extérieur notamment. Donc c'est ce qui nous amène aujourd'hui ici au niveau du pavillon S et nous remercions les étudiants en tout cas d'être venus en masse assister à cette cérémonie. C'est un coût global, je ne saurais dire ce qui est venu à ce pavillon, mais c'est sûr que c'est au moins 4000 en tout cas équipements, kit complet. Quand je parle du kit complet, c'est le lit, le matelas, la table et la chaise qu'on va amener au niveau de nos différents campus sociaux, que ce soit au niveau de l'UCAD, au niveau de l'UAM, au niveau des sites extérieurs que sont les EA, ESP, etc. et au niveau de l'UCEN.
Fenêtre d'Afrique, la rubrique au Gabon, la vaccination contre la Covid-19 devrait atteindre sa vitesse de croisière après le discours du président Ali Bongo Ondimba annonçant l'allègement des restrictions contre la pandémie de Covid-19. Le président gabonais a également incité les populations à se vacciner en ligne de Libreville. Fenêtre d'Afrique, Aziz Adewali Djandi, bonsoir. Aminata Ndong, bonsoir. Nous sommes en direct de Libreville, la capitale du Gabon. L'actualité ici est marquée ces derniers jours par l'accélération, bien la tendance à l'accélération de la vaccination contre le Covid-19. Le Gabon, comme beaucoup d'autres pays, ont reçu des doses de vaccins, des quantités de vaccins chinois de type Sinopharm ou bien Sputnik V, le vaccin russe. Et donc, depuis le discours du président gabonais Ali Bongo Ondimba incitant les Gabonais à se faire vacciner, incitant les populations à se faire vacciner, il y a comme un déclic pour ceux qui hésitaient encore. Mais il y a aussi des interrogations parce que nous avons, à travers le quotidien d'information L'Union, qui est un journal privé jugé pro-gouvernemental, appris que la vaccination est obligatoire pour les militaires. Et ça a posé quelques questions parce que, comme c'est le cas dans de nombreux pays, la vaccination se fait sur la base du volontariat et du consentement éclairé. Mais bon, ce qui est constant désormais au Gabon, c'est que la vaccination est obligatoire pour les militaires. Et en ce qui concerne le reste de la population, il y a toujours ces interrogations, ces hésitations, puisqu'en ce qui concerne le vaccin, il n'y a pas d'information claire de l'Organisation mondiale de la santé qui indique qu'il empêche de contracter le virus du Covid-19. Il y a bien entendu aussi les variants, l'interrogation qui est faite au sujet de l'efficacité de ce vaccin contre les variants redoutables du Covid-19 qui sont apparus dans de nombreux pays. Alors il faut aussi noter que à compter de la mi-juin, tous les voyageurs internationaux qui arriveront au Gabon seront tenus de faire une quarantaine obligatoire de 24 heures, sans oublier les autres conditions à remplir, un test PCR et peut-être aussi la vaccination. C'est ce qu'on peut dire au sujet de cette actualité brûlante à Libreville, la capitale du Gabon. Et puis nous parlons du sport bien de chez nous, la lutte avec Gaston Mbengue qui a ficelé le combat Bombardier Eumeu Sène. Le promoteur de lutte a officialisé hier la revanche entre le B52 et le leader de Taïching. Le compte-rendu est signé Ngor Diouf. Un retour avec beaucoup de surprises. Le promoteur Gaston Mbengue veut redonner à la lutte son lustre d'antan. 2 combats ficelés et pas de moindre. Eumeu Sène fera face à Balla Gaye 2 et à Bombardier. Eumeu Sène et Balla Gaye 2 sont de très grands lutteurs. C'est donc une bonne nouvelle pour les amateurs de lutte, mais aussi pour les lutteurs. Balla Gaye 2 a 4 avances, Bombardier et Eumeu Sène de leur côté ont chacun 2 avances. Mais ce n'est pas tout. On a envie aussi de démarcher d'autres lutteurs. Nous sommes prêts pour ficeler d'autres combats. Un contrat signé dans les locaux du ministère des Sports.
Le drapeau porte le nom du ministre Matarba. ku tudd Bombardier ni roi des arènes nga tudd Balla Gaye ni roi des arènes nga tudd Eumeu Sène ni roi des arènes. Eumeu Sène, Balla Gaye 2 et Bombardier sont tous des rois. Donc on peut dire que c'est un tournoi de choc. Votre présence ici au ministère des Sports est un grand honneur pour moi et surtout une surprise puisque je ne savais même pas que le drapeau portait mon nom. sama ñaari xarit nga boole leen tudde ma drapeau. événement bi nga xamante ni moom la Gaston Production tëgg tey. L'ex-roi des arènes, Bombardier, est déjà d'attaque. muy sama déggante ak Eumeu Sène muy combat la boo xam ni man day ñor na ma. Eumeu, tu dois prendre très au sérieux ce combat. Tu m'as terrassé lors de notre première rencontre, mais les Sénégalais n'étaient pas contents. C'est le moment alors pour la démonstration. xalaat naa nag bii dina wóote ku nekk li nga préparé xalaat naa di nga ko fourni incha allah. waaw parce que ku bëre ba dégg roi des arènes rek jàpp naa ni. Et naturellement, Eumeu Sène ne laisse pas impressionner et apporte sa réplique. moom lu mu foog nekkul de. Détrompe-toi, Bombardier. C'est un combat très important pour moi. Et les Sénégalais savent que Eumeu Sène ne va reculer d'un iota. Tu es averti. combat bu neex moo nekk nii combat bi di nga bëri di nga xeex kon ni ko bëggee. Après plusieurs mois en pause et à cause de la pandémie de coronavirus, la lutte avec frappe reprend avec des belles affiches. Après la signature des contrats, les amateurs trépignent d'impatience et tout en espérant beaucoup de spectacles. Place à présent à la rubrique hebdomadaire découverte. Après Dasilame Serer, nous poursuivons notre découverte des sites sacrés du delta du Saloum. Pour ce numéro, cap sur Djorom Boumaka. Immersion dans cette localité avec Pape Ibrahim Ndiaye. S'approcher des lieux suffit pour ressentir le mystère qui l'entoure. Y voir des signes de vie est rare, pour ne pas dire exceptionnel, et pour y accéder, il faut traverser en profondeur le delta du Saloum, y effectuer une visite guidée avec des hommes qui maîtrisent bien la zone, mais surtout ses réalités. Djorom Boumak est l'un des amas coquillers mythiques du delta du Saloum. Il s'agit d'une masse de terre, ou plutôt de coquillages provenant de l'activité humaine, une île artificielle servant d'espace funéraire aux hommes, explique le commandant Lamine Kanté. À travers des fouilles archéologiques, les chercheurs ont montré que les anciens enterraient des dépouilles dans les baobabs ou dans d'autres endroits de l'amas coquillier. Sur place, les populations et conservateurs sont unanimes sur l'origine humaine de l'île artificielle, mais le débat historique se trouve sur l'existence du baobab cimetière à Djorom Boumak. Nos anciens résidaient près de la mer et pour survivre, ils consommaient les fruits de mer, principalement les huîtres, mais ils gardaient la coquille pour construire des îles artificielles comme Djorom Boumak. Et naturellement, quand il y avait des personnes décédées au sein de la communauté, les anciens les enterraient forcément dans ces amas coquillers. Pour y voir plus clair, il faut sans doute quitter la zone humide, reprendre la pirogue motorisée, retrouver la terre ferme et prendre la destination du centre d'interprétation de Toubacouta. Un centre qui incarne le potentiel à la fois écologique et culturel du delta du Saloum classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur place, le directeur nous explique les résultats des recherches archéologiques consacrées aux îles artificielles. Il y a des baobabs funéraires, il y en a partout, il y en a que ce soit dans la zone de Sindia-Vertiès, il y en a dans le delta du Saloum. Mais nous, pendant l'inscription, le baobab a été vidé de son contenu. Donc c'est difficile de dire qu'on enterrait des gens de ces baobabs. Mais ça existe. Il y a beaucoup de baobabs, cimetières dans cette zone-là. Donc pour Djorom Boumak, je crois que ça reste à vérifier. Bon, il y a beaucoup de versions qui disent qu'on enterrait des gens là-bas. Mais nous, quand
quand on est arrivé, c'était déjà vidé de son contenu, donc on n'avait pas de preuves claires. Par contre, le site en tant que tel, on a fait des fouilles archéologiques on a découvert des tessons, donc des canaries, on a découvert des ossements humains. Lama Kokié de Diorom Boumak, c'est également des faits récents. Le conservateur a révélé que l'armée sénégalaise a effectué sur les lieux des entraînements militaires, une présence armée sans désarmer l'histoire mystérieuse de l'île artificielle. Et voilà, la rubrique découverte signée Pape Ibrahim Ndiaye met fin à cette session d'information présentée avec un réel plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.